Et on commence donc par ce procès hors norme, celui de Salah Abdeslam. Procès hors norme parce que les mesures de sécurité sont exceptionnelles et que l'attente, elle aussi, est énorme. Ludivine Poncion, bonsoir. Vous êtes journaliste au journal Le Soir. Vous allez suivre ce procès. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous en attendez de ce procès-là? Je pense que, comme tout le monde, comme les partis civils, comme tous les Belges, comme tous les Français, on attend surtout qu'ils s'expliquent. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent du silence, donc qu'ils puissent enfin parler, qu'ils puissent enfin expliquer son parcours, qu'ils puissent enfin dire comment s'est passée cette fusillade. Mais évidemment, les attentes, elles vont au-delà, elles vont aussi par rapport à tout ce qu'il y a autour. Donc ici, c'est un procès périphérique, mais on attend évidemment d'en savoir plus sur d'autres choses, sur son implication dans les attentats de Paris, sur la manière dont il pouvait éventuellement ou non être au courant des événements pour Bruxelles. Donc ça va vraiment... Ce sont des attentes vraiment très importantes et on veut vraiment, en tout cas, que cette fois-ci, il puisse s'expliquer comment il en est arrivé là et donc et il vraiment parle, détailler c'est ça que vous attendez voilà, surtout, parle. c'est ça, ouais. Malheureusement, pour l'instant, on sait que c'est pas du tout l'attitude qu'il a adoptée. Donc, il est muré dans ce silence depuis pas mal de temps, depuis en fait qu'il arrivait à la prison de Fleury-Mérogis. On sait qu'il refuse de parler aux différents juges d'instruction, qu'il refuse même maintenant de parler à ses gardiens. À un moment, il n'avait plus d'avocat, donc pendant tout ce temps-là, on ne sait pas très bien comment il a évolué. En fait, on a des informations, mais je veux dire, on ne sait pas du tout dans quelle disposition il sera, et c'est vraiment la grande inconnue. Oui, alors Paul Dayer, bonsoir. Vous représentez l'association syndicale des magistrats sur ce plateau. Alors, on parle d'un procès périphérique, et c'est un procès périphérique. Est-ce que c'est important qu'il y ait ce procès-là à Bruxelles lundi? Alors, tout procès est important, parce que tout procès est la possibilité, l'opportunité unique de dire des choses aux prévenus, mais aussi de nous dire des choses à nous-mêmes. C'est-à-dire de dire des choses sur les valeurs qui sous-tendent un procès pénal, même quand les faits sont extrêmement graves, et même quand ces faits vont même au-delà de ceux qui sont jugés, puisqu'ici, effectivement, on ne jugera qu'une partie, même si ce sont des faits objectivement graves, le supposé est établi, mais ils sont graves, puisqu'on aurait tiré sur des personnes. Mais c'est une façon aussi de se dire, tiens, quoi qu'il arrive, quelle que soit la gravité des faits, quelle que soit la qualité de l'auteur, même si il appartient ou aurait appartenu à une organisation qui rejette les valeurs démocratiques qui sont les nôtres, c'est une façon de dire, vous aurez droit, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, à un procès équitable, et on va vous imposer la civilisation du droit. C'est-à-dire, même si vous la rejetez, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Ouais. Alors Laurent Cadès, vous êtes avocat, vous le trouvez utile, vous, ce procès-là, puisqu'il y aura un procès à Paris pour les attentats du Bataclan. On aurait pu s'en passer, selon vous? Alors objectivement, ou plutôt subjectivement, oui, je pense qu'on aurait pu s'en passer et le lier au procès qui vont se dérouler à Paris et à Bruxelles concernant les attentats. Je pense que ce procès-ci ne va pas aboutir à grand-chose, que ce soit pour les parties civiles, que ce soit pour la société de manière générale. C'est finalement ici de l'aboutissement d'une enquête pour déterminer un certain nombre de faits et qui seront établis par des juges, comme la loi le propose. Donc ce n'est pas tout à fait inutile, mais on aurait pu le faire dans le cadre d'un autre procès. Les deux procès, par contre, qui vont se tenir concernant les attentats, sont là extrêmement importants, parce que là, les familles des victimes vont pouvoir vivre un procès. Le symbolisme en matière de justice est essentiel. On le voit pour nos clients quand on est du côté des parties civiles. On le voit aussi du côté des prévenus ou des accusés quand on est de l'autre côté. C'est essentiel pour aboutir à quelque chose. Ramener la paix sociale dans le cadre de ce dossier-ci, c'est difficile entre les parties. Mais par contre, ramener la paix sociale après de tels attentats et montrer, comme l'a dit M. Dayer, que c'est essentiel dans une société de montrer à tous ces gens-là que nous restons dans notre système démocratique. Ça, c'est effectivement la donnée essentielle. Oui, mais c'est vrai qu'on voit que l'émotion est très forte. Il y a eu 2 reports. Maintenant, ce sont le dernier. On a imaginé, il a failli avoir un 2e report. On a imaginé, ici, ce sont les victimes belges de l'association V-Europe qui se sont constituées partie civile. Alors, il y a des attentes des victimes. Antoine Leroy, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre, les victimes, d'un procès comme celui-là? Mais je pense qu'il est à craindre que ce procès suscite pas mal de déceptions. D'une part, des déceptions dans le chef des victimes des attentats de Paris, des attentats de Bruxelles, puisque ce n'est pas ça l'objet des débats. Et donc, si on attend de ce procès des déclarations fracassantes, tonitruantes du prévenu, c'est sans doute pas là qu'elles interviendront. Et si c'était là qu'elles devaient intervenir, sans doute que la présidente va circonscrire l'objet des débats en disant « moi, je suis saisie d'un fait ».
et pas des faits de Paris et pas des faits du 22 mars. C'est pas ça l'objet des débats. Donc, sans doute une certaine déception dans le chef des victimes de ces attentats-là, qui attendent des réponses qu'ils n'entendront peut-être pas ici, et peut-être aussi une déception dans le chef des véritables victimes de ces faits, les policiers sur lesquels on a tiré, qui vont peut-être avoir l'impression qu'on est en train de leur confisquer leur procès, puisqu'on va parler d'autre chose, de ce dont eux ont été victimes, et par rapport à quoi ce prévenu doit aujourd'hui donner des explications, mais uniquement par rapport à ces faits-là. Oui, c'est vrai, hein, Paul. D'ailleurs, on attend des explications sur le rôle de Salah Abdeslam dans les attentats de Paris, peut-être dans les attentats de Bruxelles. Or, effectivement, ce n'est pas la cause du procès. Vous avez parfaitement raison, ce n'est pas l'objet du procès. Et je dois dire, comme magistrat, je crois que les magistrats doivent aussi faire preuve d'humilité. C'est l'institution justice qui doit faire preuve d'humilité. Si le procès, comme on l'a dit, et je crois qu'on est tous d'accord autour de la table, est important pour rappeler la loi, il faut aussi avoir l'humilité de dire aux victimes que de toute façon, la justice peut certes être déclarative, c'est un discours, c'est une façon de reconnaître les victimes, mais il faut aussi dire aux victimes et avoir le courage en tant que société civilisée de leur dire ce procès certainement, mais aussi d'autres procès, même les plus grands procès, n'arriveront jamais à réparer complètement, évidemment. On parle de justice réparatrice, mais c'est une réparation morale, c'est une réparation symbolique qui est essentielle. Il faut évidemment tenir compte de la souffrance physique, de la souffrance morale de ces victimes, qui ne sera jamais totalement rencontrée. Donc c'est un message aussi de réalisme et d'humilité qu'il faut avoir lorsque l'on tient un procès pénal. Oui, alors Ludivine Ponceau, quand on voit la pression médiatique, tout le dispositif qui est prévu, le dispositif de sécurité autour de ce procès, est-ce que ça va pas rendre ce procès excessivement compliqué à suivre d'abord, et puis même à rendre la justice sereinement ? Mais en tout cas, c'est sûr que ça participe à cette attente, justement, parce qu'on parle de méga procès, de procès hors normes. Et c'est vrai qu'au niveau des mesures de sécurité, c'est très impressionnant. Donc, il y a entre 300 et 400 journalistes et techniciens accrédités. Donc, ça va vraiment être la grande foule dans le palais de justice. Donc, il y a toute une série de mesures préventives aussi par rapport à la tenue des autres audiences qui sont prises pour, en tout cas, qu'on puisse assurer une organisation qui tienne un peu la route, et aussi pour qu'on ait des débats sereins. Mais quand on sait que toute la presse belge, française, européenne sera sur place, qu'il y aura quand même une pression très très forte sur les différents acteurs du procès, forcément on peut vraiment qualifier ce procès de hors norme sur le plan médiatique. Oui, alors ça rend l'exercice de la justice très difficile. Et puis il y a la question de la peine. Il va y avoir une peine prononcée ici, elle va s'ajouter à d'autres. Quel sera le sens de cette peine ? Alors, le sens de la peine, à nouveau, je pense que le vrai débat sur la peine aura lieu lorsque les faits des attentats seront jugés à Paris et à Bruxelles, et en particulier pour Abdeslam Salah, puisqu'il sera lui jugé à Paris en principe pour les attentats de Paris. C'est là que la peine essentielle pourrait être prononcée, puisqu'ici la peine pourrait être, en tout cas il y a une limite, il y a beaucoup de débats autour de la limite, je ne pense pas qu'on va en discuter ici, que ça intéresse tout le monde, mais disons qu'il y a des débats pour savoir si le maximum serait de 30 ans ou de 20 ans. L'avocat de la défense, si j'ai bien compris, soutenant que ce serait maximum 20 ans et 30 ans du côté du ministère public. Il y aura des débats autour de cela, mais de toute façon, quelle que soit la peine prononcée ici, cette peine peut être inférieure et sera probablement inférieure que celle qui pourrait être prononcée pour les attentats de Paris. C'est l'essentiel. Oui, et donc elle s'ajoutera, Antoine Leroy, à la peine qui sera prononcée en France. Comment ça va se passer, ça ? Oui, tout à fait. Il y aura un cumul de peines qui sera possible. C'est au niveau de l'exécution des peines qu'après une discussion interviendra entre les autorités belges et les autorités françaises pour voir de quelle manière ce cumul peut intervenir. Alors, il y a toute une série de considérations techniques également qui sont envisageables au niveau de l'absorption notamment. Est-ce qu'on tient compte de la peine prononcée à Bruxelles dans le cadre de la peine qui sera prononcée ensuite à Paris ? Ça, c'est pas la fin de l'histoire, effectivement, par rapport à cette question de peine. Mais je voulais peut-être revenir un petit peu sur ces mesures de sécurité qui sont peut-être effectivement un peu excessives. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ces mesures de sécurité sont exclusivement destinées à éviter un problème de sécurité, ou est-ce que ces mesures de sécurité, qui sont quand même très très importantes, sont surtout destinées à envoyer un message à la presse, notamment à la presse étrangère, qui sera là en nombre, on l'a dit, 400 journalistes, on n'a jamais vu ça. Est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer en disant que c'est très sécurisé ? Parce qu'à la dernière audience, par exemple, on savait qu'il ne venait pas, il n'est pas venu, on le savait avant, et toutes ces mesures de sécurité étaient en place. On
de manière importante compliquer l'organisation des audiences ce jour-là. En tant qu'avocat, on a reçu aujourd'hui un message de notre bâtonnier nous disant qu'on ne doit pas aller au palais de justice, sauf si on a vraiment une très très bonne raison d'y aller lundi. Ça pose quand même des problèmes pratiques. Il n'y a pas que ce procès-là la semaine prochaine à Bruxelles. Oui, justement, à ce propos-là, Monsieur Dayer, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'on en fait un petit peu trop en termes de mesures de sécurité? On donne des gages aux autorités françaises pour assurer que Salah Abdeslam, il n'y a pas de risque d'évasion ni de risque de suicide? Non, mais ce que je peux dire de façon générale, je peux évidemment difficilement apprécier les informations dont dispose l'OCAM, par exemple, sur une éventuelle menace. Je n'en sais rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la situation générale de la sécurité dans les dossiers de terrorisme, et j'ai eu, comme juge d'instruction, j'ai été amené à en traiter certains, c'est parfois un peu étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec effectivement des mesures très très importantes, et puis le lendemain, ils arrivent avec un service absolument minimum. Bon, il y a effectivement des problèmes d'uniformisation, même les magistrats se posent parfois la question. Bon, il faut être honnête, il y a toujours de très très grosses lacunes dans les palais de justice et dans les sécurisations générales des palais de justice. Mais bon, tant mieux si on a mis beaucoup de sécurité dans un procès où il y a peut-être des menaces concrètes qu'encore une fois j'ignore. Mais c'est vrai que de façon générale, il faudrait éviter que ce soit juste un effet d'annonce, qu'on ait juste à Bruxelles un spotlight international sur un problème, alors que finalement d'autres procès pour terrorisme qui se tiennent dans tous les arrondissements du pays, eux finalement ne feraient pas l'objet de la même attention médiatique et donc avec des disproportions de sécurité. Donc, je pense qu'il faudra à terme se poser la question du fonctionnement général des palais de justice, de la sécurité du personnel qui y travaille, et là il y a effectivement encore du boulot. Oui, Laurent Canès. Oui, je voulais simplement dire qu'au-delà des questions de mesures de sécurité, il y a quand même une part de show dans ce qui se passe là. C'est inhérent à tout procès, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un peu ça. Hein. Oui, il y a le mal là, qui se par présentait, exemple, il y a l'avocat du mal, il y a et ce show-là, quand on est avocat ou même quand on est magistrat, c'est impossible de résister. C'est possible de résister à cette pression-là ou c'est compliqué? Non, c'est bien sûr possible d'éviter qu'il y ait une partie de show. Oui, j'entends bien, mais... Enfin là, si j'ai bien compris, les débats vont être filmés, ou en tout cas, il était question que les débats soient filmés. Donc vous imaginez que cette personne, que le prévenu va aller s'exprimer, alors s'il doit dire vraiment quelque chose d'important, est-ce que c'est le meilleur cadre pour le dire, avec toutes les caméras qui vont être là à ce moment-là, son avocat, il va plaider, le ministère public, tout le monde va modifier son comportement en fonction de ce côté chaud de ce procès. Oui, on modifie je dis son pas qu'on va le faire comportement, à huis clos, Paul Dayer. Moi, je ne suis pas favorable, et là je rejoins Laurent Canès, de façon générale à ce que l'on filme en temps réel les débats. Qu'il y ait une plus grande publicité des débats, qu'il y ait des résumés qui soient transmis sur les réseaux sociaux, ok, la justice c'est une partie de la démocratie. En revanche, souvenez-vous de la commission d'enquête Fortis. Parce que c'était aussi, on a fait un peu le procès de toute une série d'acteurs et c'était filmé en direct. Dès que c'est filmé en direct, alors oui, bien sûr, les magistrats sont des gens responsables, les avocats sont des professionnels, et donc tout le monde va essayer de tenir sa place. Mais il est vrai que le fait de filmer en direct avec une pression médiatique est quelque chose qui peut altérer la sérénité des débats. Je ne dis pas que ce sera nécessairement le cas, mais je pense qu'il faut éviter d'en faire une coutume, une règle. La justice, c'est pas un show médiatique à bon marché. Alors, je sais que politiquement, c'est parfois très intéressant pour dire, regardez, nous sommes extrêmement durs et nous organisons des procès avec énormément de moyens. Regardez comme la Belgique fonctionne bien. Je crois qu'effectivement, il faut raison garder. Ce sont les droits de chacun, le droit des victimes, le droit du prévenu à s'exprimer. Et c'est d'abord ça, c'est une rencontre entre une société, des victimes et un auteur. Sur le fait que ce procès sera filmé, c'est nécessaire vu la masse de journalistes aussi qui seront présents sur place. Ils seront dans une salle à côté d'ailleurs pour la plupart. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des consignes qui ont été données, par exemple, par rapport à l'usage du téléphone, aussi par rapport, forcément, pour les réseaux sociaux. C'est aussi la question qui se pose, les tweets, Facebook, tout ça. Donc, forcément, on a l'habitude, nous, de diffuser un peu sur tous les canaux et tous les réseaux. Donc, tout ça va être rendu un petit peu plus difficile pour nous, ce qui, dans l'absolu, n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que il faut parfois prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on voit. Si on veut vraiment essayer de faire une analyse sur le déroulement de l'audience, il faut peut-être prendre un petit peu de temps et essayer de réfléchir à ce qu'on peut retirer de tout ça. Maintenant, évidemment, on n'échappe pas à l'immédiateté. Il faut en tout cas qu'on assure une sorte de live. Donc forcément, pour nous, la question ne se pose pas. Mais en tout cas, on doit aussi quand même fournir des informations de manière assez directe. Mais voilà, ça doit toujours rester contenu.
Alors, question, là, on est face à un tribunal correctionnel. Alors, certains ont plaidé pour la mise en place d'un tribunal spécial, une cour d'assises spéciale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurent Kenès ? Bon, alors certains savent que je ne suis pas tout à fait partisan de la cour d'assises telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je voudrais une juridiction en tout cas plus simple, avec des magistrats professionnels, voire des magistrats professionnels et des membres de la société civile, mais en tout cas qui ont connaissance du dossier au préalable. Selon vous, une juridiction spéciale pour les procès terroristes ? Non, surtout, ne faisons pas une juridiction spéciale, c'est extrêmement dangereux. Faisons une juridiction normale qui peut aussi juger d'autres affaires. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que de ne juger qu'un type de dossier. Le juge nécessairement va être formaté par les autres procès dont il a eu connaissance et va finalement terminer à faire ça. Alors, on le connaît pour les dossiers mœurs, puisque là, ce sont généralement des juges qui... on a connu un juge à Bruxelles Madame de Gries, qui pendant 25 ans a fait tous les dossiers mœurs à Bruxelles. Donc elle a vu des choses absolument épouvantables, parfois même des choses un peu drôles aussi. Est-ce que ça l'a influencé ? Très certainement, elle disait elle-même que ça l'avait influencé. Et donc il y a un avis unanime, avocat, magistrat sur ce point-là. Oui, je crois que c'est évident. Si on veut créer une juridiction spéciale pour s'occuper uniquement des dossiers de terrorisme ou même d'un dossier de terrorisme, c'est certain qu'après, la Belgique sera condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on ne crée pas des juridictions d'exception par rapport à des faits particuliers. Donc ça, c'est évident. Mais je pense que cette question-là n'est même pas véritablement sur la table, tant elle aboutirait à des conséquences complètement préjudiciables pour tout le monde, et en premier lieu pour les victimes. Oui, Paul Dayer. J'ajouterais qu'en plus, ce serait un très très mauvais signal vis-à-vis des organisations terroristes, ce serait leur faire en fait beaucoup trop d'honneur. Le droit et la démocratie, c'est précisément appliquer la même règle à quiconque, quelle que soit sa nature et son identité. Et donc commencer à parler de juridiction d'exception, ce serait admettre que ces personnes, parce qu'elles se sont mises hors champ du droit, auraient droit précisément à ce qu'ils demandent, c'est-à-dire un statut spécial, voire de guerrier ou que sais-je encore. Alors, non, au contraire, pour la démocratie, c'est très important. Alors on voit donc la question centrale, c'est est-ce que Salah Abdeslam parlera un avocat, quelle stratégie peut-il mettre en place pour inciter, on va dire, son client à parler ? Laurent Kenès. Puisque c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas le conseil, mais là, c'est pas vraiment une question de stratégie. D'abord, ce qu'on a envie de faire dans une situation comme celle-là, on a l'impression que la situation n'est pas extraordinaire pour la défense sur le fond de ce prévenu. L'important, c'est peut-être d'essayer de comprendre comment l'être humain a pu arriver là. Moi, j'ai lu un bouquin passionnant qui s'appelait La mort et mon métier quand j'avais 15-16 ans. C'est un auteur qui décide, alors qu'il est historien, d'essayer de comprendre la vie du commandant du camp d'Auschwitz. Alors je ne fais pas de comparaison ici, mais il n'en demeure pas moins que c'est peut-être ça. Comment est-ce qu'on peut essayer d'humaniser celui qui a commis le pire ? Ça, c'est dans ce type de situation sans doute l'intérêt. Et peut-être effectivement lui dire que pour pouvoir continuer à vivre décemment, nous peut-être rejoindre nos valeurs qui sont quand même essentielles, l'intérêt c'est peut-être aussi d'essayer de parler. Mais ça doit être très compliqué dans cette situation. Oui, Antoine Leroy. Oui, non, c'est évidemment très compliqué, et contrairement à une idée souvent reçue qui consiste à dire que les avocats préparent avec leurs clients ce qu'ils vont déclarer de manière très précise, il faut savoir que les clients, ils nous mentent très souvent aussi. Et donc on n'est pas non plus dans une relation où on échafaude une stratégie de défense où le client suit aveuglément ce que propose l'avocat. Très souvent, les clients pensent que pour que le tribunal soit convaincu, il faut que leur avocat lui-même soit convaincu. Et donc la relation crée toujours une distance, évidemment, par rapport à ce que dit le client. Et donc notre métier, c'est de confronter notre client aux éléments du dossier, en lui disant, vous déclarez ceci, le dossier indique ceci, qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on fasse avec ça ? Donc le client ne s'identifie jamais évidemment à son avocat, a fortiori dans des dossiers aussi atroces. Et moi je relève quand même le courage de Maître Marie, parce qu'il fallait quand même que quelqu'un accepte de se mettre en première ligne par rapport à tout ceci, comme l'avait fait Xavier Magnier à l'époque avec Marc Dutroux. C'est une décision courageuse de sa part. Alors dernière question pour vous, Paul Dayer. Le président du tribunal, de quels instruments dispose-t-il pour inciter Salah Abdeslam à parler lundi ? Alors je ne sais pas si le rôle du président est d'inciter Salah Abdeslam. À un moment, il y aura un interrogatoire, on lui posera des questions. Il a la possibilité, comme un juge d'instruction d'ailleurs, ou comme un procureur, le cas échéant, d'interroger. En fait, le président du tribunal a tous les pouvoirs d'enquête, généralement quelconques, en ce compris les pouvoirs de contrainte. Mais attention, il ne peut pas contraindre quelqu'un à parler. Simplement, il peut... Exactement comme l'avocat, en réalité, nous nous situons, magistrats et avocats, à des moments différents, mais nous confrontons, et le président du tribunal va, j'imagine, confronter le prévenu à la réalité des faits tels qu'il les a compris dans le dossier que lui, effectivement, aura lu et très attentivement
étudier, mais il ne va pas contraindre Salah Abdeslam à parler, d'abord parce que le droit au silence est un droit fondamental et qu'il va évidemment, par son attitude, démontrer qu'il va respecter scrupuleusement les droits de la défense de M. Abdeslam, en ce compris son droit au silence, s'il le souhaite. Maintenant, rien n'empêche, pour répondre très précisément à votre question, que le président lui dise, écoutez, j'ai lu ceci, vous déclarez cela, je dois vous dire qu'a priori, il y a un problème de logique, expliquez-vous, et j'ai peut-être mal compris, donnez-moi une explication qui semble crédible, ça, il peut aller jusque-là. Mais il ne peut pas évidemment en tirer des conclusions a priori. Donc je pense qu'effectivement, là, il faut aussi être extrêmement humble. Le président a certes des pouvoirs très étendus, mais il ne va pas extirper des aveux, certainement pas le langue irlandais. Enfin, ça, c'est des choses qu'on voit peut-être dans certaines séries télévisées, mais qui, heureusement, n'ont pas cours dans nos tribunaux. Voilà, on va pas entamer un débat là-dessus. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On suivra donc ce procès comme le journal Le Soir. Merci en tout cas d'être venus tous sur ce plateau.